Dominique Thorpe avait tout bâti de ses propres mains. L'entreprise de construction qu'il avait lancée à partir de rien, 15 ans auparavant, employait désormais plus de 100 personnes dans tout le Nevada. Il avait épousé Vanessa, son amour de jeunesse rencontré à l'université, et ensemble, ils avaient eu 2 enfants, Lily, aujourd'hui âgée de 8 ans, et Connor, 12 ans. Leur maison, une vaste demeure de style ranch située en périphérie de Reno, incarnait à elle seule le symbole de sa réussite. Mais cette réussite n'avait pas été sans sacrifice. « Je serai de retour mercredi soir », annonça Dominique à Vanessa au téléphone. Le chantier à Las Vegas prenait du retard, et comme toujours, c'était lui qui devait intervenir pour remettre les choses sur les rails. À 42 ans, ses cheveux, jadis noirs de jais, affichaient désormais quelques mèches argentées au niveau des tempes. Pourtant, il restait un homme impressionnant, encore capable de se retrousser les manches pour travailler aux côtés de ses équipes lorsque la situation l'exigeait. « Prends ton temps », répondit Vanessa d'une voix étrangement distante. « Tout va bien ici. » Cette distance, Dominique l'avait remarquée depuis plusieurs mois. Mais au lieu de l'affronter, il s'était immergé dans le travail, comme à son habitude. Vanessa, autrefois vibrante, passionnée par sa carrière dans la photographie, était devenue froide, inaccessible. Elle avait ouvert un petit studio de quartier 3 ans plus tôt, se spécialisant dans les portraits de famille et les mariages. Son indépendance nouvelle semblait s'être construite au même rythme que leur éloignement. Ce que Dominique ignorait en raccrochant, c'est que Thomas Bellwood avait pris l'habitude de venir régulièrement chez lui pendant ses absences. Thomas, propriétaire d'une galerie locale, avait proposé d'exposer les œuvres de Vanessa. Mais leur relation était devenue bien plus qu'un simple partenariat artistique. « Est-ce que papa rentre à la maison ?» demanda Lily, les yeux pleins d'espoir, alors que Vanessa reposait son téléphone. « Pas avant mercredi », répondit-elle, échangeant un regard avec Thomas, qui était tranquillement installé à l'îlot central de la cuisine, buvant un café dans la tasse préférée de Dominique. Dans l'encadrement de la porte, Connor observait la scène en silence. Son visage juvénile trahissait une confusion mêlée d'un ressentiment croissant. Il avait été témoin de trop de moments comme celui-ci ces derniers temps, des moments qu'il n'était pas censé voir. Ce soir-là, après que les enfants furent couchés, Vanessa et Thomas s'assirent sur la terrasse arrière. La nuit était douce, presque complice. « On ne peut pas continuer comme ça », murmura-t-elle, bien que son corps, qui se penchait vers lui, semblait dire le contraire. « Tu mérites mieux qu'un homme qui n'est jamais là », souffla Thomas, posant sa main sur la sienne. À 38 ans, Thomas arborait l'élégance raffinée de ceux qui sont nés dans le luxe, une aisance qu'il affichait volontiers avec ses vêtements de créateur et sa Jaguar vintage. Il bâtit un empire, tout en négligeant sa reine. « Les enfants compliquent les choses », rétorqua Vanessa, hésitante. Le sourire de Thomas, cette fois, ne toucha pas ses yeux. « Les enfants s'adaptent, crois-moi. » À l'étage, Connor était assis sur son lit, tenant entre ses mains un avion miniature qu'il avait construit avec son père. Dans la chambre voisine, Lily dormait profondément, encore innocente face à la fracture silencieuse de leur famille. Connor posa l'avion, attrapa sa tablette et ouvrit discrètement l'application d'enregistrement qu'il utilisait pour un projet scolaire. Il se dirigea calmement vers la grille d'aération qui donnait sur la terrasse, y plaça la tablette avec précaution et retourna s'asseoir. Depuis des semaines, il collectait des preuves. Connor comprenait bien plus de choses que ce que les adultes imaginaient. Pendant ce temps, à Las Vegas, Dominique travaillait tard aux côtés de son chef de chantier, Reed Callaway, un vétéran militaire aguerri qui le suivait depuis les débuts de l'entreprise. « Il y a quelque chose qui cloche avec les demandes des nouveaux investisseurs », dit Reed en dépliant les plans sur une table de fortune. Ces changements de dernière minute n'ont aucun sens sur le plan structurel. Dominique hocha la tête, l'esprit ailleurs. « J'ai besoin que tu fasses autre chose pour moi, Reed. En dehors des circuits officiels. » Reed se redressa, immédiatement sur ses gardes. « Que se passe-t-il, Dom ?»« Probablement rien, » répondit Dominique, bien que sa mâchoire crispée trahissait ses doutes. « Mais j'ai un mauvais pressentiment. J'ai besoin que tu surveilles ma famille pendant que je suis censé être ici. Tu crois que Vanessa ? » Je ne sais plus quoi penser, le coupa Dominique. Mais je dois savoir ce qui se passe en mon absence. Reed acquiesça d'un air sombre. Lui aussi avait remarqué les signes, la manière dont Vanessa s'était comportée lors de la fête de Noël de l'entreprise, son attitude fuyante quand ils s'étaient croisés en ville.
Aucun des deux hommes n'osa dire tout haut ce qu'ils soupçonnaient. Certaines peurs sont trop accablantes pour être formulées. Chapitre 2, certitude brisée. Les preuves s'accumulèrent peu à peu, sous forme de fragments. D'abord, les photos de surveillance discrètes prises par Reed, montrant la Jaguar de Thomas garée non loin de la maison de Dominique, puis repartant au petit matin. Ensuite, les relevés bancaires révélant que Vanessa avait ouvert un compte séparé, sur lequel d'importantes sommes avaient été déposées. Enfin, les enregistrements de Connor, au départ innocent, le garçon ne comprenant pas entièrement ce qu'il captait mais terriblement accablant dans leurs implications. Dominique, assis seul dans sa chambre d'hôtel, écoutait les preuves recueillies par son propre fils, les mains tremblantes. Mais ce n'était pas de tristesse. C'était une rage froide, méthodique, presque clinique. Une transformation intérieure irréversible s'opérait. On pourrait partir ensemble, résonna la voix de Thomas dans le haut-parleur. Recommencer à zéro. La galerie à Santa Fe est quasiment à moi. Et les enfants, demanda Vanessa, hésitante. Ils seraient mieux avec nous. Dominique n'a jamais été un vrai père. Juste un portefeuille et un compagnon de jeu du week-end. Leurs rires retentirent, transperçant Dominique comme une lame en plein cœur. Reed, témoin silencieux, observa son ami se métamorphoser. « Que vas-tu faire ?»« Rien. »« Pas encore, » répondit Dominique. Sa voix avait changé, plus dure, plus plate. « Ils veulent tout me prendre. Voyons comment ça va se passer. » Le lendemain matin, Dominique appela Vanessa. « Le projet a rencontré des complications. Je vais devoir rester encore au moins 3 semaines. » Oh. Il perçut sans peine le soulagement mal dissimulé dans sa voix. « Fais ce que tu dois faire. »« Je le fais toujours, » répondit-il avant de raccrocher. Quelques heures plus tard, Dominique avait déjà pris contact avec son avocate, Adèle Montgomery, une juriste redoutable, réputée pour son efficacité implacable dans les affaires de divorce. « J'ai besoin que tout soit documenté. Absolument tout. » Et, malgré toutes les révélations dévastatrices qu'il venait de lui faire dans ce bureau froid du centre-ville, le sourire félin d'Adèle ne montrait pas la moindre chaleur. Ils deviennent toujours négligents. Les liaisons rendent les gens stupides, murmura-t-elle. Elle prépare quelque chose avec lui, dit Dominique. J'ai besoin de savoir quoi. Adèle hocha lentement la tête. Je vais mettre mon meilleur enquêteur sur le coup. En attendant, agis normalement. Laisse-lui assez de cordes pour qu'elle se pende toute seule. Ce soir-là, comme toujours quand il était en déplacement, Dominique appela ses enfants. Papa, quand est-ce que tu rentres vraiment ? Demanda Connor d'une voix à peine audible. La question prit Dominique par surprise. Qu'est-ce que tu veux dire, mon grand ? Je sais que t'es plus à Las Vegas. J'ai essayé d'appeler l'hôtel, ils m'ont dit que t'étais parti. Dominique maudit intérieurement sa négligence. Il avait sous-estimé son fils. Je gère des affaires compliquées, Connor. Mais je te promets que je rentre bientôt. Et que tout va changer. Maman est différente quand t'es pas là, confessa Connor. Elle est pas elle-même. Je sais, fiston. Mais j'ai besoin que tu restes fort. Pour Lily aussi. Tu peux faire ça pour moi ? Oui, monsieur, répondit Connor, la voix grave, bien trop mûre pour ses 12 ans. Continue d'envoyer les enregistrements, murmura Dominique. Mais fais attention. Que personne ne s'en rende compte. Pendant ce temps, le plan de Thomas et Vanessa s'accélérait. Thomas avait présenté Vanessa à son avocat, Brendan Walsh, un expert des divorces expéditifs, réputé pour soutirer les plus gros dédommagements. La société de construction vaut au moins 20 millions, expliqua Walsh, confortablement installé dans le loft design de Thomas en plein centre-ville. Vu son absence et votre statut de principale personne en charge des enfants, on peut exiger la garde complète, et au moins la moitié de la valeur de l'entreprise. Je veux pas le détruire, murmura faiblement Vanessa. Thomas posa tendrement sa main sur la sienne. C'est lui qui a détruit tes rêves pendant des années, Nessa. C'est juste, l'équilibre. Mais aucun d'eux ne savait que l'enquêteur d'Adèle avait installé des micros dans la galerie de Thomas, lors d'une soi-disant inspection de routine. Chaque mot était transmis à Dominique, installé dans un appartement loué à l'autre bout de la ville, en train de bâtir sa contre-attaque. Les enfants sont la clé, marmonna-t-il en prenant des notes. Toujours les enfants. Chapitre 3, le premier coup.
L'embuscade fut brutale. Dominique rentra à la maison sans prévenir, un mardi soir, comme s'il revenait d'une simple journée dehors. Le choc sur le visage de Vanessa aurait pu être comique, dans une autre vie. Non, souffla-t-elle en manquant de faire tomber son verre de vin. La table était dressée pour deux. Bougies allumées. Surprise, dit Dominique d'un ton neutre. Le projet s'est terminé plus tôt que prévu. Avant qu'elle ne réagisse, la porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Thomas entra, une bouteille de vin à la main. Il s'immobilisa en voyant Dominique. « Vous attendiez quelqu'un » demanda celui-ci, la voix étrangement calme. « Thomas, on parlait juste de l'exposition à la galerie » balbutia Vanessa. Dominique hocha lentement la tête. « Bien sûr. Dîner d'affaires. » Thomas se ressaisit, tendit la main. « Ravi de vous voir, Dominique. » Le travail de Vanessa attire vraiment l'attention, ces derniers temps. Dominique ignora la main tendue. « Je parie que oui. » L'atmosphère glaciale fut soudain brisée par le bruit des enfants dévalant l'escalier. Connor en tête, Lily sur ses talons. « Papa !» cria Lily en se jetant dans ses bras. Dominique l'attrapa, son visage sévère se radoucissant un instant. Connor, lui, restait en retrait, les yeux allant de Vanessa à Thomas, comprenant bien trop de choses. « Monsieur Bellwood allait justement partir, » dit Dominique, les yeux rivés sur Vanessa. Thomas se retira avec une dignité bien rodée. « On reprogrammera. » Heureux de voir la famille réunie. Dès qu'il fut parti, un silence presque irréel tomba sur la maison. Dominique passa la soirée à jouer avec les enfants comme si tout allait bien. Vanessa, elle, errait autour d'eux, tel un fantôme, incertaine de ce que Dominique savait, ou soupçonnait. Cette nuit-là, une fois les enfants endormis, la confrontation arriva enfin. « Depuis combien de temps ?» demanda Dominique, debout dans l'embrasure de leur chambre. Vanessa était assise à sa coiffeuse, retirant son maquillage d'une main tremblante. « Depuis combien de temps, quoi ?» Sa voix fendit l'air, froide comme une lame. « Respecte-moi au moins assez pour ne pas faire semblant d'être idiote. » Elle posa son gant démaquillant, croisa son regard dans le miroir. « 6 mois. Mais c'est plus que ce que tu crois. Ce n'est pas. C'est exactement ce que je crois. Toi et Tom, en train de planifier de me prendre mes enfants et la moitié de ma boîte pendant que je construis notre avenir. » Son visage perdit toutes ses couleurs. « Comment tu sais pour Bryden Walsh? Pour la galerie de Santa Fe? Pour tout ça ?» Dominique s'avança, referma la porte derrière lui. « Je sais tout, Vanessa. Chaque réunion. Chaque plan. Chaque mensonge. Les enfants ont besoin de stabilité, murmura-t-elle. Tu n'es jamais là. Et je suis censé croire qu'ils auront ça avec un homme qui aide leur mère à trahir leur père? » Dominique éclata d'un rire sans joie. « T'as pas encore déposé la demande, ce qui veut dire que tu rassembles encore des preuves. Mon absence. Mon soi-disant abandon. C'est pas comme ça, protesta-t-elle, la voix éteinte. Voilà ce qui va se passer, continua Dominique comme si elle n'avait rien dit. On va faire comme si de rien n'était. Tu vas dire à Thomas de se faire discret, temporairement. Moi? Je serai le mari dévoué, celui qui revient pour sauver son mariage. Et pourquoi je ferais ça? Il déposa une clé USB sur sa coiffeuse. Parce que si tu refuses, les enregistrements sur cette clé seront envoyés à tous ceux qu'on connaît. Tes parents, qui ont financé ton atelier. Et qui m'adorent, soit dit en passant. Tes amis de l'église. Tout le monde. La peur passa brièvement dans ses yeux. Tu me fais du chantage. Non. Je te donne une chance de faire ça avec dignité. Tu demandes le divorce maintenant? Et ça devient moche immédiatement. Mais si tu joues selon mes règles. Et peut-être que tu repartiras avec quelque chose. Le lendemain matin, Dominique incarnait l'image parfaite du père idéal, il préparait le petit déjeuner pour les enfants, déposait un tendre baiser sur la joue de Vanessa avant de partir pour le bureau. Aux yeux du monde, il formait la famille parfaite, un tableau sans faille. Mais Connor, lui, connaissait la vérité. Cet après-midi-là, il rejoignit son père dans le garage, où Dominique, méticuleux comme toujours, rangeait ses outils avec une précision quasi militaire. « Est-ce que toi et maman, vous allez divorcer ?» demanda-t-il sans détour.
Dominique posa calmement ses outils et fixa son fils avec attention. Pourquoi tu me demandes ça? Parce qu'elle est différente quand tu n'es pas là. Et aussi, à cause de Monsieur Bellwood. Un silence pesant s'installa. Dominique se redressa, son regard devenant plus sérieux. Connor, les relations entre adultes sont parfois très compliquées. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que quoi qu'il se passe entre ta mère et moi, ça ne changera jamais l'amour que nous avons pour toi et pour Lily. Elle va essayer de nous éloigner de toi, n'est-ce pas? Souffla Connor, les yeux pleins d'un malaise troublant. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Demanda Dominique, déstabilisé. Je l'ai entendu parler avec Monsieur Bellwood. Il ne savait pas que j'écoutais. Les yeux de Connor se remplirent de larmes. Je veux pas partir avec eux. Dominique l'attira aussitôt contre lui, le serrant dans une étreinte protectrice, presque désespérée. Personne ne t'emmènera nulle part si tu ne veux pas. Je te le promets. Ce que Dominique ne dit pas à son fils, c'est que cette promesse allait l'obliger à prendre des mesures qui changeraient à jamais la vie de chacun d'eux. Chapitre 4, Mouvement calculé. Pendant 6 semaines, Dominique joua à la perfection le rôle du mari et du père dévoué. Il rentrait tôt, organisait des sorties familiales, suggérait même une thérapie de couple. Mais Vanessa, elle, peinait à tenir le rôle. Son sourire était forcé. Ses gestes affectueux, mécaniques. Thomas, quant à lui, s'était retiré sur la ligne de touche, ne parlant à Vanessa que pour des sujets strictement professionnels, via des messages soigneusement formulés. Mais derrière cette façade de réconciliation, Dominique menait une stratégie froide et chirurgicale. Il bâtissait son dossier, point par point. Avec l'aide de Reed, d'Adèle, et contre toute attente, de Connor. Ta mère a un rendez-vous aujourd'hui, après la fermeture de son studio, confia Dominique à son fils un matin, en voiture vers l'école. Au Riverside Café. Connor hocha la tête. Il avait compris. À 12 ans, il était devenu un espion improbable dans sa propre maison. Sa tablette enregistrait des conversations. Il rapportait ses observations avec une précision troublante. Certains auraient condamné Dominique pour impliquer ainsi son fils. Mais lui y voyait un apprentissage brutal, la loyauté mérite d'être protégée, coûte que coûte. Ce jour-là, Connor s'installa dans un coin discret du café, soi-disant pour faire ses devoirs. Sa tablette enregistrait tout. Vanessa et Thomas étaient assis à quelques tables, plongés dans une discussion tendue. Il se doute de quelque chose, murmura Vanessa. Il est trop parfait, comme s'il jouait un rôle. Thomas prit sa main. Walsh dit qu'on est presque prêt. Les comptes séparés sont en place. Il nous faut juste des preuves plus solides sur ses absences passées. Et les enregistrements de Connor? Dominique les a mentionnés, répondit Vanessa, soucieuse. Thomas fronça les sourcils. Il te les a montrés? Non. Il dit qu'ils sont sauvegardés quelque part, en lieu sûr. Thomas secoua la tête. Il bluffe. S'il avait quelque chose de compromettant, il l'aurait déjà utilisé. Et les enfants? Le juge verra bien qu'un homme d'affaires toujours en déplacement ne peut pas offrir une stabilité. Avec mes contacts dans le monde de l'art, on pourra montrer que la vie qu'on leur propose est riche, créative, stable. Connor serra les dents. Son poing broyait presque son crayon. Le soir même, il joua l'enregistrement pour son père, dans l'atelier où il pouvait se parler à l'abri des oreilles indiscrètes. Le visage de Dominique resta impassible. Mais dans ses yeux, une lueur flamboyante. Tu as bien fait, mon fils. Ils vont essayer de nous éloigner de toi, sanglota Connor. Non, ils n'y arriveront pas, répondit Dominique, d'une voix ferme. Parce qu'on va les battre à leur propre jeu. Le lendemain, Dominique convoqua Reed et Adèle dans la caravane de chantier de son entreprise. Elle accélère les choses, leur dit-il. Il faut passer à la phase 2. Adèle hocha la tête. La restructuration financière est terminée. Thorpe Construction appartient désormais à une fiducie irrévocable, avec les enfants comme bénéficiaires. Et toi, comme seul administrateur. Si elle engage une procédure maintenant, techniquement, il n'y a plus d'entreprise à partager. Et les comptes personnels, demanda Dominique. Transférés légalement dans les fonds opérationnels du projet, confirma Reed. Sur le papier, tu es à sec. Elle va crier à la fraude, avertit Adèle. Le sourire de Dominique fut glacial.
Quel cri! Quand tout ça sera fini, la fraude sera le cadet de ses soucis. Ce soir-là, Dominique appela un vieil ami de ses débuts dans le BTP, Hector Romero, désormais détective privé aux méthodes douteuses, mais d'une loyauté absolue. Dominique lui avait sauvé la vie, autrefois, en le tirant d'une ruine financière. « Je veux tout sur Thomas Bellwood », lui dit Dominique. « Pas les banalités. Je veux la saleté. Ce que personne n'est censé trouver. Tu sais que mes méthodes ne sont pas toujours légales, prévint Hector. Je m'en fiche si tu dois pactiser avec le diable, répondit Dominique. Je veux le détruire. Pendant ce temps, Vanessa avait remarqué l'attachement grandissant de Connor pour son père. Elle lança donc sa propre opération de reconquête. Elle emmena Lily faire les boutiques, offrit à Connor la console de jeu haut de gamme que Dominique jugeait trop chère, et commença à peindre son ex-mari comme responsable de leurs soucis. Le business de papa a des problèmes, expliqua-t-elle aux enfants, autour d'une glace. C'est pour ça qu'il était souvent absent. Mais peu importe ce qui se passe, vous m'aurez toujours moi. Et votre maison. Lily acquiesça avec l'innocence d'une enfant. Mais les yeux de Connor, eux, trahissaient le doute. Papa dit que l'entreprise marche mieux que jamais, répliqua-t-il. Le sourire de Vanessa se crispa. Ton père ne nous dit pas toujours tout, mon chéri. Ce soir-là, Connor rapporta la conversation à Dominique, qui travaillait tard dans son bureau à domicile. Elle essaie de retourner Lily contre toi, dit-il, inquiet. Dominique ferma calmement son ordinateur portable. Connor, ce que je vais te demander est énorme pour un garçon de ton âge. Mais j'ai besoin que tu sois l'homme de la maison quand je ne peux pas l'être. Qu'est-ce que tu veux dire? Ta mère va bientôt demander le divorce. Et quand elle le fera, elle essaiera de limiter mon temps avec toi et Lily. J'ai besoin que tu sois le protecteur de ta sœur. Qu'elle reste près de toi. Et surtout, que tu continues d'être mes yeux et mes oreilles. Connor hocha la tête, solennel. Je ne te décevrai pas, papa. Dominique posa une main ferme sur l'épaule de son fils. Il y a autre chose. J'ai ouvert des comptes pour toi et Lily? Pour l'université et au-delà. Peu importe ce qui arrivera avec le divorce, cet argent est protégé. Ce que Dominique n'avait pas dit à Connor, c'est que ces comptes servaient aussi de dispositif de surveillance. La moindre tentative de Vanessa ou Thomas pour y accéder déclencherait une alerte et constituerait une preuve irréfutable d'interférence financière. La partie d'échecs prenait un tournant plus complexe chaque jour. Les enfants étaient les pions inconscients de ce jeu cruel, tandis que Dominique déplaçait ses pièces avec une précision froide et implacable. Chapitre 5, Vérité cachée. La demande officielle de divorce arriva 3 mois après le retour inattendu de Dominique. Et malgré leur spectacle de réconciliation soigneusement orchestré, la pétition de Vanessa contenait exactement les accusations que Dominique avait anticipées, abandon émotionnel, contrôle financier, négligence parentale. Elle réclamait la garde principale des enfants, la maison familiale, et une part considérable de ce qu'elle considérait comme la fortune personnelle et les actifs professionnels de Dominique. Dominique reçut les papiers du huissier avec un calme glaçant. « Merci », se contenta-t-il de dire, refermant la porte doucement avant de sortir son téléphone. Premier appel, Adèle. C'est fait. Elle a lancé son offensive. Les boucliers financiers tiennent, confirma Adèle. Et la contre-stratégie pour la garde est prête. Il ne reste qu'à donner le feu vert. Deuxième appel, Hector. Dis-moi que tu as trouvé quelque chose. La voix de Hector était sombre, mais résolue. Oh, j'ai trouvé bien plus que quelque chose. Thomas Bellwood n'est même pas son vrai nom. Retrouve-moi à l'endroit habituel dans 1 heure. L'endroit habituel était un box de stockage à la périphérie de la ville. Dominique arriva à l'unité 227. À l'intérieur, Hector l'attendait, entouré de tableaux recouverts de photos, de documents et de fils reliant les éléments entre eux, une véritable enquête à l'ancienne dans une ère numérique. Thomas Bellwood est né Preston Thomas Cavanaugh, commença Hector, pointant du doigt une vieille photo d'identité judiciaire. Il a changé de nom après un scandale à Chicago, contrefaçon d'art, liaison avec la femme d'un important mécène. Il n'a pas été inculpé? Son père a des relations. Ils ont tout étouffé. Mais il a dû fuir et se reconstruire à l'ouest. Dominique étudia les documents. C'est utile, mais pas suffisant pour le détruire. Je ne fais que commencer,
répondit Hector avec un sourire carnassier. Thomas avait un mode opératoire, il ciblait des femmes riches mais frustrées dans leur carrière, gagnait leur confiance, devenait leur amant, puis exploitait leur argent ou leur contact, parfois les deux. Vanessa n'est pas riche, fit remarquer Dominique. Non, mais toi tu le es. Et son studio de photographie la met en contact avec toutes les familles fortunées de la ville. Hector accrocha davantage de photos. Il a déjà fait ça dans 3 villes, Chicago, Portland et ici. Et à Portland, il a laissé derrière lui une femme et un enfant. Les yeux de Dominique s'agrandirent. Il est toujours marié? Officiellement divorcé, mais il ne paie plus la pension alimentaire. Un mandat d'arrêt a été émis contre lui dans l'Oregon. Hector tendit un épais dossier à Dominique. Et voici la pièce maîtresse, il vend des contrefaçons via sa galerie. Pas lors des expositions principales, celles-là sont légitimes pour maintenir les apparences. Mais pour des clients privés triés sur le volet. Tu peux le prouver? Hector dévoila une petite toile enveloppée. Cette prétendue œuvre de jeunesse de Carson Walsh a été peinte il y a 3 mois, dans un studio à Oakland. J'ai le véritable artiste enregistré. Le sourire de Dominique était celui d'un prédateur. Parfait. Tandis que Dominique préparait la chute de Thomas, Vanessa mettait en œuvre sa propre stratégie, en se concentrant sur les enfants. Elle déposa une demande de garde d'urgence, affirmant que la colère de Dominique depuis le dépôt de la requête faisait de lui une menace pour leur sécurité. Ce soir-là, un shérif frappa à la porte de Dominique. « Dominique Thorpe, dit-il avec gêne. J'ai ici un ordre temporaire, vous devez quitter les lieux immédiatement. Aucun contact autorisé avec vos enfants jusqu'à l'audience de vendredi prochain. » Dominique avait prévu cette attaque, mais la rage brûlait toujours derrière son calme apparent. « Puis-je au moins leur dire au revoir? Ils ne sont pas là. » Madame Thorpe les a emmenés chez sa sœur pour la nuit. Dès le départ du shérif, Dominique appela Connor. Messagerie directe. Il ne laissa pas de message, mais envoya un simple texto. Reste fort. Fais confiance au plan. Le lendemain matin, Dominique se présenta au bureau d'Adèle avant même l'ouverture. Elle a pris les enfants. Et obtenu une ordonnance de protection. Adèle hocha la tête. Comme prévu. Notre contre-requête est prête. Mais Dominique, es-tu certain de cette voie? Ça va devenir extrêmement sale. Elle a franchi une ligne en utilisant mes enfants comme arme, répondit-il froidement. Plus de retours possibles. Cet après-midi-là, Adèle déposa leur contre-requête. Ils accusaient Vanessa d'aliénation parentale, de fausses accusations, et ajoutaient des déclarations sous serment de plusieurs employés de Dominique, témoignant de son engagement envers sa famille malgré ses responsabilités professionnelles. Mais ce qui fit le plus mal, ce furent les enregistrements. Connor avait discrètement capté Vanessa et Thomas planifiant d'éloigner les enfants de Dominique. En parallèle, Hector avait anonymement transmis aux autorités et à des clients influents les preuves des fraudes artistiques de Thomas. Moins de 24 heures plus tard, l'univers de Thomas s'effondrait. Isolée chez sa sœur avec les enfants, Vanessa reçut un appel affolé de Thomas. « La galerie est sous enquête », murmura-t-il paniqué. « Quelqu'un a envoyé des preuves de contrefaçon à la police. Je dois quitter la ville. » Quoi? Pas maintenant. J'ai déposé la demande de divorce, j'ai besoin de toi ici. Dans la pièce d'un accent grave côté, Connor colla discrètement sa tablette contre le mur, enregistrant leur conversation de plus en plus désespérée. Ce n'était pas prévu, gronda Thomas. Je ne peux pas t'aider si je finis en prison. Et nous? Et notre nouveau départ? Le long silence qui suivit fut une réponse claire. Sois réaliste, finit-il par dire. Termine ton divorce. Prends ce que tu peux. Et on se retrouvera quand tout se sera calmé. Quand l'appel prit fin, Vanessa resta immobile, sidérée. Connor rejoignit silencieusement la chambre d'amis, où Lily jouait sur sa tablette. Il envoya l'enregistrement à son père, avec un simple message. Elle sait qu'il l'abandonne. Dans son appartement temporaire, Dominique écouta l'audio sans ciller. Mais une lueur sombre traversa son regard. Il passa un seul appel. Reed? Accélère le plan. Il est temps que Thomas Bellwood s'autodétruise complètement. Et son passé à Portland venait de le rattraper, sous la forme de fonctionnaires réclamant des paiements d'arriérés de pensions alimentaires.
Mais le coup le plus dévastateur fut une dénonciation anonyme adressée à la communauté artistique locale, une révélation brutale de sa véritable identité et des scandales qui entachaient son passé. Vanessa arriva à la galerie, pour la trouver fermée. Un avis de la police placardé sur la porte. Elle appela Thomas, encore et encore. Aucun retour. Aucun message. Le silence complet. Ce n'est que ce soir-là qu'elle réussit à le joindre, et ce qu'elle entendit la glaça jusqu'aux os. « C'est ton mari » gronda Thomas, sa voix tordue de rage. « C'est forcément lui. Il a dû engager quelqu'un. »« Que vas-tu faire » demanda Vanessa, d'une voix fragile, presque inaudible. Elle était seule avec les enfants, réfugiée chez sa sœur. Et plus le temps passait, plus elle sentait à quel point sa position devenait périlleuse. « Je pars ce soir. Mon contact au Mexique peut me trouver un nouveau départ. »« Et moi ? Et tous nos projets ?» demanda-t-elle, la gorge serrée. Thomas éclata d'un rire amer, empli de dégoût. « Nos projets ? Réveille-toi, Vanessa. Le projet, c'était que tu prennes la moitié d'une entreprise de construction valant plusieurs millions. Mais ce plan s'est envolé. Ton mari est trop malin. Il a protégé ses actifs, d'une manière ou d'une autre. Donc tu m'abandonnes. » Les larmes coulaient désormais librement sur le visage de Vanessa. « Tu as encore les enfants, » répondit Thomas froidement. « Utilise-les. Fais-lui payer pour la paix parentale. » Après avoir raccroché, Vanessa s'effondra sur le lit d'appoint. Son monde s'effritait morceau par morceau. Depuis le couloir, Connor avait tout enregistré, y compris l'appel frénétique de sa mère à son avocate spécialisée en divorce. Il tenait sa tablette dans les mains, les jointures blanches de tension. « Il doit y avoir quelque chose à faire », supplia Vanessa au téléphone. « Il a caché l'argent, j'en suis sûr. »« Votre position s'est considérablement affaiblie », répondit Madame Thorpe, son avocate, d'un ton grave. Monsieur Bellwood était notre témoin clé pour prouver la négligence de Monsieur Thorpe. Et avec sa crédibilité réduite à néant, et ses enregistrements où vous discutez de manipuler les enfants pour obtenir un avantage. Je dois vous conseiller de considérer un arrangement. Un arrangement ? Il a déjà tout pris. Pas les enfants. Vous avez toujours la garde principale selon l'ordonnance temporaire. L'expression calculatrice qui passa alors sur le visage de Vanessa aurait choqué quiconque la connaissait avant tout cela. Alors on va utiliser ça, dit-elle lentement. Il paiera n'importe quoi pour les voir. Dans le couloir, Connor serra sa tablette contre lui. Un message, simple mais bouleversant, partit à son père. Maman va nous utiliser pour obtenir de l'argent. Dominique lut le message dans le bureau d'Adèle, où il préparait l'audience de garde. Son visage se durcit, se transformant en quelque chose de sombre, presque effrayant. Elle a franchi la ligne. Sa voix était à peine audible. Dominique, le prévint Adèle, quoi que tu aies en tête. Je veux la garde exclusive, l'interrompit-il. Pas partagée. Et je veux qu'on lui retire tout. Ce sera difficile, vu. Fais en sorte que ce soit possible. On a les enregistrements. La preuve qu'elle complote avec un escroc notoire. Et maintenant, on l'a enregistré disant clairement qu'elle utilise les enfants comme pions financiers. Adèle le fixa, intriguée. Il y a peut-être autre chose, mais c'est risqué. Quoi ? Ton fils. Il pourrait témoigner de ce qu'il a vu et entendu. Le témoignage d'un enfant, surtout à son âge, peut avoir un impact énorme. Dominique eut d'abord un réflexe de rejet. Mettre Connor à la barre ? L'exposer à ça ? Aucun enfant ne devrait vivre ça. Mais alors, il se souvint. Il revit le regard glacial de Vanessa. Sa détermination à utiliser leurs enfants comme monnaie d'échange. Je dois lui parler, dit-il enfin. Ce doit être son choix. Ce soir-là, malgré l'ordonnance de protection, Dominique retrouva Connor dans un parc, près de la maison de sa sœur. Le garçon s'était éclipsé après le dîner, prétextant aller chercher quelque chose dans la voiture. Papa. Connor courut vers lui et le serra de toutes ses forces. Dominique l'enlaça, bouleversé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Tu vas bien ? Et Lily ? On va bien. Mais maman, elle est différente. Elle fait peur. Elle parle tout le temps de te faire payer. Dominique s'agenouilla devant son fils.
Connor, j'ai besoin de te demander quelque chose de très important. Serais-tu prêt à parler au juge? Dire ce que tu as vu, entendu? Ce serait au tribunal, ta mère serait là. Connor n'hésita pas une seconde. Oui. J'ai aussi tous les enregistrements. Ce ne sera pas facile, l'avertit Dominique. Certains diront que je t'ai manipulé, que je t'ai monté contre elle. Je sais ce que j'ai vu, répondit Connor avec une maturité déconcertante. Et je sais ce qui est vrai. Avant de se séparer, Connor tendit sa tablette à son père. Tout est là. Les mots de passe sont en code, notre code secret. Ce code secret, un système qu'ils avaient inventé des années plus tôt, quand Connor était obsédé par les espions, reposait sur des statistiques de baseball. Eux seuls le comprenaient. De retour chez lui, Dominique écouta chaque enregistrement. L'un après l'autre, tous accablants. Vanessa et Thomas, conspirant sur leur stratégie financière. Parlant de limiter l'accès de Dominique aux enfants. Vanessa, allant jusqu'à briefer Lily sur quoi dire à propos de son père, comme quoi il faisait peur parfois. Mais le dernier enregistrement, pris quelques heures auparavant, fut celui qui le brisa. Vanessa, au téléphone très certainement encore avec Thomas. Je m'en fiche. Quoi qu'il en coûte. Il me faut ces mots de passe. Connor sait forcément quelque chose. Lui et Dominique sont comme les doigts de la main. Je le ferai parler demain. Dominique serra son téléphone avec une telle force qu'il en fissura l'écran. À cet instant précis, tout changea. Ce n'était plus une affaire de finances. Ce n'était plus une simple lutte pour la garde. C'était devenu une mission pour sauver ses enfants. Il passa 3 appels. Rapidement. L'un à Adèle. L'autre à Reed. Et enfin, à Hector. 3 conversations. 3 objectifs. Un seul but, que Vanessa Thorpe regrette à jamais d'avoir menacé leurs enfants. L'audience pour la garde n'était plus une simple formalité juridique. C'était devenu un jugement. Et manipulateur, insinuant que les enregistrements avaient été soit montés, soit obtenus sous la contrainte. De plus, votre honneur, poursuivit Maître Walsh d'un ton égal et assuré. Monsieur Thorpe a manifestement orchestré les récents ennuis de Monsieur Bellwood afin de discréditer mon client par simple association. Ce schéma de comportement vindicatif démontre qu'il est inapte à assumer la garde. Lorsque vint le tour d'Adèle de plaider, son approche fut chirurgicale, méthodique et dévastatrice. Pas de discours théâtraux. À la place, elle déroula calmement un enchaînement implacable de preuves irréfutables. Les enregistrements non montés. Les dossiers financiers démontrant que Thorpe Construction avait été restructuré légalement des années auparavant, dans le cadre d'une planification stratégique courante. Et une déclaration sous serment de plusieurs enseignants de Connor, soulignant une baisse notable de ses résultats scolaires pendant les mois où Dominique aurait soi-disant été éloigné de ses enfants. Elle conclut, posée mais percutante. Votre honneur, ce que nous avons ici, ce n'est pas un père vindicatif. Mais une mère qui a comploté avec son amant pour séparer Monsieur Thorpe non seulement de ses enfants, mais aussi de ses moyens de subsistance. L'ordonnance de protection temporaire a été obtenue sous de faux prétextes, comme en témoignent * les propres enregistrements du fils de Monsieur Thorpe. Le juge Winters fronça les sourcils. Ces enregistrements ont été réalisés par un garçon de 12 ans, sans que sa mère en soit informée ni qu'elle y ait consenti. Oui, votre honneur, admit Adèle calmement. Connor Thorpe a commencé à enregistrer des conversations chez lui, au départ dans le cadre d'un projet scolaire sur l'histoire orale de la famille. Mais ce qu'il a capté, c'est la planification méthodique par sa mère et Monsieur Bellwood d'un plan pour éloigner les enfants de leur père. Le juge prit une décision inattendue. Je souhaite entendre les enfants. En particulier Connor, étant donné son rôle central dans la présentation de ses preuves. Connor entra dans la salle d'audience. Vêtu d'une chemise repassée et d'une cravate, il paraissait encore plus jeune que ses 12 ans. Ses yeux cherchèrent instinctivement ceux de son père. Dominique lui adressa un hochement rassurant, et l'enfant sembla puiser du courage. Après avoir vérifié que Connor comprenait la différence entre la vérité et le mensonge. La juge Winters lui posa la question de front. « Est-ce que ton père t'a demandé d'enregistrer ces conversations ?»« Non madame, répondit Connor sans détour. J'ai commencé tout seul, parce que... » Il hésita, jetant un coup d'œil inquiet vers sa mère. « Tu peux parler librement ici, » l'encouragea la juge.
Parce que maman était différente quand papa n'était pas là. Elle et monsieur Bellwood parlaient de nous emmener loin. De faire payer papa. J'avais peur. Et quand ton père a-t-il découvert ces enregistrements? Quand il est rentré plus tôt que prévu et qu'il a trouvé monsieur Bellwood à la maison. Je les lui ai montrés, parce que je pensais qu'il avait le droit de connaître la vérité. Maître Walsh bondit, criant à la manipulation parentale, mais le juge rejeta l'objection d'un geste ferme. Connor, reprit la juge. Est-ce que ton père t'a demandé de dire quelque chose en particulier au sujet de ta mère aujourd'hui? Non madame. Il m'a juste dit de dire la vérité. Le visage de Vanessa était passé du pâle au gris cendre. Quand Lily, 8 ans, entra à son tour, elle semblait confuse et nerveuse, serrant un petit lapin en peluche contre elle. « Bonjour Lily, dit la juge avec douceur. Je veux juste te poser quelques questions sur maman et papa, d'accord? Lily hocha timidement la tête. « Tu passes du temps avec ton papa? Plus maintenant? Répondit Lily. Maman dit qu'il est trop occupé avec son travail pour nous voir. Et avant? Il passait du temps avec toi quand il était à la maison? Le visage de Lily s'illumina soudain. Il m'a appris à faire du vélo. Et il m'aide pour mes projets de science. On faisait des sorties papa-fille tous les samedis quand il était là. Est-ce que ton papa t'a déjà fait peur ou mis en danger? Lily fronça les sourcils, perplexe. Non. C'est lui qui vérifie s'il y a des monstres sous mon lit. Et maman, t'a-t-elle déjà demandé de dire que ton père était effrayant? Les yeux de Lily se tournèrent vite vers sa mère. Elle a dit de me souvenir du jour où papa a crié. Mais, il a crié parce que j'ai failli courir sur la route. Il avait peur. Il n'était pas méchant. Après que les enfants furent raccompagnés hors de la salle, la juge Winters ordonna une courte suspension de séance. Quand l'audience reprit, son expression était plus ferme, plus résolue. Au vu des éléments présentés, je suis encline à annuler l'ordonnance d'urgence de garde exclusive. Mais avant de rendre ma décision finale, un point inhabituel doit être examiné. Elle se tourna vers le tuteur ad litem de Connor. Connor a demandé à présenter une preuve supplémentaire qu'il estime pertinente. Walsh se leva d'un bond. Votre honneur, c'est hautement irrégulier. Quel élément un enfant pourrait-il posséder qui n'ait déjà été soumis par ses avocats? Le regard de la juge suffit à le faire taire. Maître Walsh, étant donné que les enregistrements de cet enfant constituent l'épine dorsale du dossier adverse, je suis encline à voir ce qu'il souhaite montrer. Connor fut rappelé. Cette fois, il portait une tablette entre ses mains, marchant vers la barre avec une étonnante maîtrise. Votre honneur, dit-il d'une voix d'abord tremblante, qui se raffermit peu à peu. Je voudrais montrer une vidéo provenant du téléphone de maman. Un gaspillage général parcourut la salle. Vanessa avait laissé échapper un souffle choqué. Objection, cria Walsh. Une telle vidéo aurait été obtenue sans consentement et viole potentiellement la vie privée. Mais Connor coupa calmement. Je n'ai pas pris le téléphone de maman. Elle a envoyé cette vidéo elle-même, sur le téléphone de papa, 2 jours après qu'il ait été verrouillé hors de notre maison. Le sourcil de la juge se haussa. Continuez. La salle devint silencieuse comme une crypte. Connor connecta sa tablette au système d'affichage du tribunal. La vidéo démarra. On y voyait Vanessa, dans ce qui semblait être la chambre parentale de la maison Thorpe, son visage affichant une expression triomphante, presque cruelle. Sa voix enregistrée résonna dans la salle. Je pensais que tu devrais voir à quel point on se débrouille bien sans toi. La caméra se déplaça lentement, Thomas était allongé du côté du lit de Dominique. Puis elle montra les photos des enfants, alignés sur la commode. Il ne demande même plus après toi, poursuivait la Vanessa numérique. Connor a dépassé son culte du papa et Lily ne se souvient presque plus de vos sorties du week-end. La vraie Vanessa, assise, semblait se ratatiner sur place. La vidéo continua, se transformant en une tirade cynique, révélant non seulement la liaison, mais aussi l'intention explicite d'utiliser les enfants comme levier de chantage financier. Le moment le plus accablant? Lorsque Thomas apparut à l'image, prit le téléphone et lança son propre message. Accepte-le, Thorpe. Tu as perdu ta famille. Et bientôt, tu perdras tout le reste. Tu t'en prends à ma galerie? Très bien. Moi aussi je sais jouer à ce jeu. La vidéo se termina sur le rire de Vanessa, suivi d'une dernière morsure.
Profite bien de ton appartement vide. Pendant qu'on profite de ta maison, de ton lit. Et l'amour de vos enfants? Un silence glacial tomba dans la salle d'audience, comme une chape de plomb. Le visage de la juge Winters, jusqu'alors empreint d'une neutralité professionnelle, se métamorphosa lentement en une expression de fureur à peine contenue. « Madame Thorpe, dit-elle enfin d'une voix si basse et contrôlée qu'elle glaça le sang. Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer cette vidéo? » Vanessa sembla littéralement s'effondrer sur elle-même. « J'étais en colère, murmura-t-elle. Thomas a dit, il a dit que ça renforcerait notre position dans les négociations si Dominique pensait que les enfants l'avaient oublié. Une position de négociation? Répéta la juge d'un ton tranchant. Vous voulez dire, utiliser vos propres enfants comme des pions dans un conflit financier avec leur père? Walsh tenta d'intervenir, mais la juge leva la main. Silence immédiat. J'en ai assez vu, déclara-t-elle d'un ton ferme. L'ordonnance de garde d'urgence est non seulement annulée, mais elle a manifestement été obtenue sous de faux prétextes. La garde temporaire des 2 enfants est désormais confiée à Monsieur Thorpe. Madame Thorpe, vous ne bénéficierez que de visites surveillées jusqu'à l'audience finale sur la garde. Puis elle se tourna vers Dominique. Monsieur Thorpe, bien que le tribunal comprenne votre position, je vous mets en garde, il est inacceptable d'utiliser les enfants pour collecter des informations dans un conflit familial. Toutefois, compte tenu des circonstances et du caractère manifestement spontané des enregistrements de Connor, une exception est faite dans ce cas. Tandis que la juge détaillait les modalités de sa décision, Dominique resta impassible. Mais son regard était rivé sur Vanessa. Il n'y avait aucune victoire dans ses yeux. Rien qu'un froid et implacable constat. Vanessa comprit enfin l'ampleur de ce qu'elle avait déclenché. À la sortie du tribunal, Dominique serrait ses enfants dans ses bras. Vanessa s'approcha, les larmes ruisselant sur son visage. « Dominique, je t'en prie, tout cela est allé trop loin. On peut trouver un terrain d'entente. » Il se redressa lentement, se plaçant instinctivement entre elle et les enfants. « Il n'y a plus rien à négocier. Tu as montré qui tu étais vraiment. J'ai fait une erreur, plaida-t-elle. Mais ce sont encore mes enfants. Tu as perdu ce droit le jour où tu les as utilisés comme des armes, répliqua-t-il, d'une voix basse, presque murmurée, que seuls eux 2 pouvaient entendre. Et ce n'est que le début, Vanessa. Quand j'en aurai terminé, il ne te restera rien. Ni maison. Ni argent. Pas même un instant seul avec eux. Tu ne peux pas être aussi cruel. Un sourire sans chaleur étira les lèvres de Dominique. J'ai appris des meilleurs. Chapitre 8, la chute. Les semaines qui suivirent furent une lente et méthodique désintégration de la vie de Vanessa. Thomas Bellwood s'était enfui au Mexique, poursuivi pour fraude et non-paiement de pension alimentaire. Elle se retrouva seule, confrontée à une procédure de divorce et à la menace imminente de poursuites pénales pour complicité dans une fraude financière liée aux opérations de la galerie de Thomas. Pendant ce temps, Dominique avait repris possession de la maison familiale, avec les enfants. Vanessa, elle, s'était réfugiée dans un petit appartement, payé par ses parents, de plus en plus sceptiques. Son activité de photographe périclitait. Les rumeurs du procès s'étaient propagées, et ses clients désertaient l'un après l'autre. Les ressources financières sur lesquelles elle comptait, les relations de Thomas dans le monde de l'art, sa part des biens communs avec Dominique, s'étaient volatilisées. Chez l'avocat. Nous devons envisager un accord, dit Brendan Walsh dans son cabinet, visiblement mal à l'aise. Les preuves contre vous sont accablantes. L'équipe juridique de Monsieur Thorpe réclame la garde exclusive avec des droits de visite réduits au minimum. Il ne peut pas me prendre mes enfants, protesta Vanessa, mais sa voix manquait d'assurance. Madame Thorpe, soupira Walsh, la vidéo que vous lui avez envoyée à elle seule constitue une preuve d'aliénation parentale. Ajoutez à cela les conversations enregistrées montrant que vous avez manipulé les enfants pour obtenir des avantages financiers, et votre chance d'obtenir ne serait-ce qu'une garde partagée et quasiment nulle. Vanessa tenta une dernière carte. Et l'entreprise? Il n'a pas pu dissimuler tout. La restructuration a été faite légalement, il y a des années. Tout est documenté. Le fonds en fiducie pour les enfants a été établi à leur naissance. Les experts comptables ont tout vérifié. C'est inattaquable. L'isolement. Le monde de Vanessa s'effondrait. Sa sœur, autrefois solidaire, avait pris ses distances après avoir vu la vidéo au tribunal. Ses parents,
conservateurs, exprimaient ouvertement leur déception. Ses amis, qui la soutenaient comme une épouse trahie, s'étaient évanouis devant la réalité. Le plus douloureux restait Connor. Lors des visites surveillées, il restait courtois, mais distant. Répondait à peine. Lily montrait encore de l'affection, mais elle aussi semblait se replier, observant sa mère avec des yeux fatigués et troublés. « Il me monte mes enfants contre moi », se plaignit Vanessa à Hélène, la superviseuse des visites. « Les enfants sont perspicaces, Madame Thorpe. Connor, en particulier, comprend bien plus que vous ne l'imaginez. » Reconstruction. Dominique, de son côté, reconstruisait. Lentement. Précisément. Il organisait son emploi du temps pour être à la maison quand les enfants rentraient. Il engagea une femme de ménage, mais insistait pour cuisiner lui-même le dîner. Il instaurait de nouveaux rituels familiaux. En dehors des enfants, il travaillait avec Adèle pour conclure le divorce à ses conditions. Et avec Hector, pour recueillir des preuves des activités criminelles continues de Thomas au Mexique, preuves qui pourraient aussi incriminer Vanessa si elle refusait de coopérer. Le parquet s'intéresse à la connexion entre la fraude artistique de Thomas et le studio photo de Vanessa, rapporta Adèle. Certains documents falsifiés ont été créés avec son matériel. Elle était complice, demanda Dominique. C'est encore flou. Mais c'est un levier de pression supplémentaire. Quoi qu'il arrive, les enfants doivent être complètement protégés, dit Dominique. C'est déjà le cas. La structure en fiducie protège leur héritage. Le soir venu, Dominique aidait Lily à son projet scientifique quand Connor s'approcha, le visage grave. « Papa, maman va aller en prison ?» Dominique posa le pistolet à Cole. « Qui t'a dit ça ? J'ai entendu ton appel avec mademoiselle Montgomery. Connor, tu dois arrêter d'espionner les conversations des adultes. Mais je voulais protéger notre famille. Comme tu me l'as demandé. » Les mots frappèrent Dominique comme un coup au cœur. Dans sa volonté de protéger ses enfants, il avait fait de son fils un espion. Un enfant de 12 ans portait un fardeau bien trop lourd. Il le serra fort contre lui. « Tu en as déjà trop fait. Maintenant, tu dois redevenir un enfant. Laisse-moi gérer les problèmes d'adultes. » Et maman ? Elle a fait de mauvais choix. Mais elle reste ta mère. Et ça, rien ne pourra le changer. La décision. Cette nuit-là, Dominique prit une décision. L'anéantissement de Vanessa avait servi son but. Elle était isolée, vulnérable, brisée. Continuer ne ferait que blesser davantage les enfants, surtout Connor. Le lendemain matin, il appela Adèle. « Je veux lui proposer un accord. Garde exclusive pour moi, mais droit de visite généreux pour elle. Aucune poursuite pénale si elle accepte. »« Tu es sûr ?» demanda Adèle. On l'a acculée. Les enfants ont assez souffert. Il est temps de tourner la page. L'offre fut remise à Vanessa l'après-midi même. En plus de la garde, elle recevrait une pension modeste, de quoi louer un appartement convenable et relancer son activité. Pas le rêve doré promis par Thomas. Mais une planche de salut. Pour la première fois depuis des mois, Vanessa lut un document juridique en pleurant non de colère, mais d'espoir. Un espoir de ne pas tout perdre. Un espoir de redevenir une mère. Et tenter de reconstruire un semblant de vie. Il se montrait plus généreux que ce qu'elle méritait vraiment. Accepte l'offre, lui lança sèchement Walsh, sans détour. Alors que Vanessa a posé sa signature sur l'accord, un message arriva d'un numéro mexicain inconnu. Trouver un acheteur pour les dernières pièces. Besoin encore de tes talents de documentation. Bonne paix. T. Elle fixa le message, longtemps. Très longtemps. Puis, sans un mot, elle bloqua le numéro. Sans répondre. Thomas Bellwood lui avait tout pris. Absolument tout ce qui comptait. Il n'y aurait pas de seconde chance. Pas pour lui. Ce week-end-là, lors de sa visite surveillée, Vanessa arriva avec une attitude radicalement différente. Humble. Authentique. D'une sincérité qu'elle n'avait pas montrée depuis des années. « J'ai signé l'accord », dit-elle à Dominique quand il déposa les enfants. « Merci, pour ne pas avoir engagé de poursuite pénale. » Le visage de Dominique resta de marbre. « Ce n'est pas un pardon, Vanessa. C'est pour eux. Pas pour toi. » Elle acquiesça, encaissant cette vérité brutale.
Je sais. Mais je vais regagner leur confiance. Et peut-être, un jour, un peu de la tienne. Ne prends pas mon pragmatisme pour de la faiblesse, la prévint-il d'une voix basse mais ferme. Si jamais tu t'avises de manipuler les enfants contre moi à nouveau, ce que tu viens de vivre te semblera clément. Puis il s'éloigna, laissant Vanessa avec leurs enfants et le superviseur désigné par le tribunal. Dominique ne ressentit ni satisfaction ni triomphe. Juste la lourde certitude qu'il avait fait ce qui devait être fait. Pour les protéger. Et qu'il le referait. Sans hésiter. Les plans méticuleusement échafaudés de Vanessa avaient volé en éclats. Ne restait qu'une question, pouvait-on reconstruire quoi que ce soit sur les cendres? Et Dominique, le permettrait-il un jour? Chapitre 9, la rétribution complète. 6 mois après l'accord sur la garde, la famille Thorpe avait trouvé un nouveau rythme. Dominique avait réorganisé ses affaires, déléguant les voyages à Reed et d'autres collaborateurs de confiance, afin de passer plus de temps à la maison. Le divorce était officiel. Les termes correspondaient à ceux de l'accord, garde exclusive pour Dominique, droit de visite encadré pour Vanessa. Les enfants, chacun à leur manière, s'adaptaient. Lily, pleine de résilience propre aux jeunes enfants, s'habituait à cette nouvelle normalité entre la maison de son père et les visites supervisées chez sa mère. Mais Connor, lui, avait changé. Plus grave. Plus vigilant. Une ombre d'adulte flottait déjà sur ses traits trop jeunes. Ce samedi matin, par un air vif, Dominique observait Connor sur le terrain de baseball. Il lançait, concentré, le regard déterminé. À ses côtés, Hélène, l'assistante sociale qui avait supervisé les premières visites, était devenue une sorte de conseillère familiale. Il porte encore trop sur ses épaules, observa-t-elle, le regard fixé sur Connor. Il se sent responsable de choses qu'un enfant ne devrait jamais porter. Dominique soupira. Je lui ai dit que ce n'était plus à lui de protéger la famille. Mais tu en as fait son rôle pendant le divorce, conclut doucement Hélène. Les enfants prennent ses responsabilités très au sérieux, Dominique. Ils n'y renoncent pas facilement. Sur le monticule, Connor élimina un autre batteur. Aucune joie sur son visage. Juste une satisfaction sombre d'avoir accompli sa tâche. Il me rappelle moi, à son âge, admit Dominique. Trop sérieux. Trop décidé à tout contrôler. Et c'est ce que tu veux pour lui? La question resta suspendue entre eux alors que la manche se terminait. Connor regagna le banc sans un regard pour ses coéquipiers, cherchant immédiatement celui de son père. Plus tard, alors qu'il célébrait la victoire de l'équipe avec des glaces. Ta mère a appelé hier, dit Dominique. Elle a terminé les cours de parentalité et les séances de thérapie. Le tribunal envisage de lever la supervision. La cuillère de Connor s'arrêta à mi-chemin. Tu vas t'y opposer? Je te demande ce que toi tu en penses, répondit Dominique, prudent. Ça compte, ce que je pense? C'est toujours toi qui décides tout. Le ton amer de son fils le prit de court. Connor, bien sûr que ça compte. Mais je suis toujours le parent ici. Comme maman l'était quand elle voulait nous emmener loin. Dominique posa lentement sa propre cuillère. C'est pour ça que tu fais tout ça. Tu es devenu le parent parce que tu ne nous fais plus confiance, à nous deux. Les yeux de Connor se remplirent de larmes qu'il refusa de laisser couler. Je veux juste que ça ne change plus. À chaque changement, c'est pire. Ce soir-là, les enfants endormis, Dominique s'installa seul dans son bureau. Sur le bureau, un dossier. Le dernier levier contre Vanessa, des preuves de son implication dans les fraudes artistiques de Thomas. Qu'il avait choisi de ne pas utiliser. Son téléphone vibra. Un message d'Hector Bellwood. Vue de retour aux USA. San Diego. Je préviens les autorités. Dominique fixa l'écran. Une colère glaciale monta en lui. Thomas avait fui les conséquences. Vanessa avait tout perdu. Mais lui? Rien. Une partie de lui voulait que justice soit faite. Que Thomas paie. Mais une autre voix résonna plus fort. La voix de Connor. Son regard amer. Ce reflet de lui-même. La cruauté. Le besoin de tout contrôler. Non. Laisse tomber. Réponse immédiate. T'es sûr? Après tout ce qu'il a fait? Dominique tapa un long message,
puis l'effaça. Oui. C'est terminé. Le lendemain, il appela Vanessa. Ils se retrouvèrent dans un café en centre-ville, autrefois leur repère. Elle était différente. Apaisée. Plus solide. Elle avait trouvé un poste comme professeur de photographie dans une université communautaire. Pas prestigieux. Mais équilibré. Merci d'être venu. Bien sûr. Elle restait méfiante. Il glissa le dossier sur la table. C'est tout ce qui te lie à Thomas. Les photos, les retouches. Je les ai depuis avant l'accord. Vanessa devint livide. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai fini. Pas pardonné. Pas oublié. Juste, fini. Connor. Oui. Il devient comme moi. À mon pire. Froid. Calculateur. Toujours en train de planifier. Et tu ne veux pas ça pour lui. Elle acquiesça. Que proposes-tu? Une trêve. Pas une amitié. Ni une réconciliation. Une vraie coparentalité. Je soutiendrai la levée de la supervision. Si tu continues la thérapie. Et que tu restes loin de Thomas. Il recontactait. Tu me dis tout de suite. Sinon, ce dossier partira au procureur. Il m'a texté. Du Mexique. Je l'ai bloqué. Dominique hocha la tête. Il est revenu. San Diego. La peur passa dans son regard. Tu vas. Non. Sauf s'il s'approche de toi ou des enfants. C'est fini. Il a assez pris. Ils parlèrent ensuite logistique. École. Emploi du temps. Pour la première fois depuis 1 an, ils furent des parents. Au moment de partir, Vanessa demanda. Pourquoi ce changement? Tu avais gagné. Il hésita. Puis répondit avec honnêteté. Parce que gagner, ça ne suffit pas. J'ai détruit ta vie. J'ai protégé mon fils. Et pourtant, il est malheureux. Alors, c'est de la clémence? Non. Du pragmatisme. Ils ont besoin de mieux que ce que nous étions. 3 semaines plus tard, le tribunal leva la supervision. Ce week-end-là, seul chez lui, Dominique ressentit un vide étrange. Le téléphone sonna. Reed. Un projet à Seattle. Opportunité prometteuse, mais avec beaucoup de déplacements. Avant? Il aurait dit oui sans réfléchir. Aujourd'hui? Il répondit. Laisse-moi réfléchir. Je dois voir avec l'agenda de garde. Il se rendit dans la chambre de Connor. Un modèle d'avion inachevé. Un souvenir. Une photo de pêche. Tous deux souriants. Son téléphone vibra. Papa, maman nous emmène prendre une glace. C'est ok? L'ancien Dominique aurait suspecté une manigance. Il répondit simplement. Bien sûr. Amusez-vous bien. Je vous aime. On t'aime aussi. Il posa son téléphone. Et reprit le modèle là où Connor l'avait laissé. La rétribution était achevée. Pas par vengeance. Mais par la reconstruction. De ce qui comptait. Il n'avait pas pardonné. Certaines trahisons allaient trop loin. Mais il avait choisi de briser le cycle. Dans le silence de sa maison, travaillant sur un avion miniature, Dominique Thorpe trouva enfin la paix. Pas avec son passé. Mais avec son avenir. C'est ici que notre histoire s'achève. Que pensez-vous de ce chemin parcouru? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la vidéo à l'écran, et on se retrouve très vite. I can't believe I didn't die. I'm basically starting over. Oh my god. At the end of the day, I can't bring myself to be too mean to him. Damn, at the end of the day, I guess I'm just too nice. Oh, Kira's back. Hi. Hello, come here. Yeah? Yeah, come on.
Got it. Come on. He was. He's so not into it. God, let me be Kira. They're gonna help me. They're gonna help me if I show you. No, you have to enjoy this. They're gonna help me. Yeah. I just realized it's dark. I'm just standing in the open. See, guys? Isn't she cute? Isn't she adorable? Yeah. He's so not into this. What's the matter, baby? Huh? What's the matter? Oh, it's okay. It's okay. It's okay. Okay, Dark Side Arc is gone. Let's go. Not a thought behind those beautiful eyes. Nothing going on in there, man. Oh, what a cutie. Alrighty, you can go right there. Thank you, baby. Thank you for blessing us. Oh, she's mad. Oh, she's mad. Bah. Bah. Quish. Quish. Lay down. Okay. You in kill mode now? Oh, thank you, baby. Alrighty. Oh, you guys are on it, bro. I like that Dylan doesn't even enter the raffles because he's above them. You poor souls. Hey, there we go. Alright, we're back. We're back. Okay. So, I need to find coal. Oh, there's torches here. I'll just steal these. Now you got 69k mana. Let's go. The funny number. Alright, do you guys really think I could bring this back? I'm kind of starting to think I can. I'll take me now. 69 is so overrated. That is an I'll take. God, we've been over this so many times too. Maybe I'm based. Oh my god. Chad, 69 is peak and it will forever be peak. And that's final. This is not up for discussion. Blue Crab gets it. Is Mina zooted? Because only someone who's zooted